Poursuite des combats en Yougoslavie, le médiateur européen Lord Carrington lance un ultimatum aux belligérants. La France et l'Allemagne d'accord pour l'envoi d'une force européenne d'interposition sur place. Klaus Barbie, 77 ans, malade d'un cancer généralisé et dans un état désespéré selon son avocat Jacques Vergès. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais tout de suite, un grave problème qui agite beaucoup nos campagnes actuellement, les importations de viande en provenance des pays de l'Est. Michel Charasse a annoncé hier qu'il avait ordonné aux douaniers de procéder à des contrôles systématiques de ces importations de viande en France. Il a été pris au mot et encore plus vite qu'il ne l'imaginait. 200 éleveurs français et belges ont en effet bloqué aujourd'hui au poste frontière de Moucron 3 camions chargés de bétail en provenance précisément de l'Europe de l'Est et qu'ils soupçonnaient d'être nourris en plus aux hormones. Résultat, une belle échauffourée au cours de laquelle on a entendu les cris de mort aux vaches, bien sûr, quand les CRS jouent au toréador. Reportage Benoît Gadret. La Feria de Pampelune, version belge, sauf qu'ici, à 3 km de la frontière, ce sont les gendarmes belges qui ont joué les toréadors, avec comme partenaires un troupeau de bovins affolés et un cortège d'éleveurs particulièrement déterminés. Des éleveurs, 300 environ, belges et français qui n'ont pas hésité à ouvrir les portes de 3 semi-remorques chargées de bétail en provenance d'ex-Allemagne de l'Est, nous diront les chauffeurs, de Hongrie ou de Pologne, affirment les éleveurs. L'opération a été préparée de longue date. Les camions étaient pistés depuis 5 heures ce matin. Ils étaient attendus à l'abattoir de Moucron pour y être abattus avec l'estampille CE pour le compte d'une firme d'Anvers, destination inconnue. Depuis 8 mois, on a en moyenne 400 bêtes semaine réparties en 2 jours, mardi, jeudi. Des génisses et des taurillons dans un état de maigreur avancé, la moitié du troupeau n'étant pas identifié et donc non conforme aux normes sanitaires. Le consommateur français et européen n'a sûrement pas besoin de cela. Ce qu'il veut, c'est une viande comme la nôtre, c'est-à-dire une viande de qualité avec des garanties sanitaires qu'en aucun cas il ne peut obtenir avec une viande de ce style-ci. Il n'y a rien sur la peau. Ce sont des bêtes qui sont très maigres, qui n'ont aucune garantie, ni en leucose, ni en brucellose, ni en tuberculose. Nous sommes fatigués de le dire au gouvernement, personne ne réagit. Comme leurs collègues français, les éleveurs belges souffrent de la concurrence déloyale de ces bêtes achetées sur place 1500 francs alors qu'elles valent 6000 francs chez nous. La situation est dramatique pour nos agriculteurs. Alors cette importation massive de bétail venant de l'Est continue à déstabiliser le marché, ce qui est intolérable. La politique agricole est depuis longtemps européenne, la révolte des éleveurs l'est désormais aussi. La crise en Yougoslavie, alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient en Croatie, nous y reviendrons dans un instant. La France et l'Allemagne se sont mises d'accord sur la proposition d'envoi d'une force européenne d'intervention. Initiative qui suscite quelques réticences, notamment côté britannique. Les 12 sont actuellement en train d'en discuter à La Haye, où se tient un conseil des ministres exceptionnel de la communauté consacré précisément à cette guerre en Yougoslavie. Sur place, François Poulet-Matisse. 16 h cet après-midi, les Croates et les Slovènes déclarent devant la presse qu'ils suspendent leur participation à la conférence de paix, les conditions sur le terrain n'étant pas réunies. S'il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu effectif, pas simplement un arrêt momentané des combats, mais un réel cessez-le-feu, il n'y aura pas alors de conférence de paix sur la Yougoslavie ou ce que l'on nomme telle. Crise ou menace verbale pour gagner du temps, ce premier accroc dans l'effort des 12 et de Lord Carrington pour sortir du bourbier yougoslave n'a pas empêché la France et l'Allemagne de développer leur plan. Pas de reconnaissance séparée de la Croatie et de la Slovénie, création sous réserve de l'accord de tous d'une force d'interposition européenne. Pour Roland Dumas, arrivé tard de Berlin, cette force pourrait recevoir la caution morale des Nations Unies ou d'un sommet des 12. Les Anglais ne sont plus tout à fait opposés, mais ce soir, l'accord des 12 pour ce nouveau pas est encore incertain. Les dirigeants serbes ont tout de suite fait savoir que l'envoi d'une telle force d'interposition européenne serait, je cite, perçu comme une agression. Sur place, la situation semble bien confuse. Le gouvernement fédéral assure que l'armée fédérale respecte le cessez-le-feu, mais les observateurs font état de nouveaux combats ici et là et de raids aériens. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Louis Le Seine. La caserne voisine est toujours en flammes et en fumée lorsque nous arrivons à l'hôpital d'Osijek.
Un jeune Serbe vient, comme beaucoup d'autres, de se rendre aux autorités croates. Il est blessé. Il va très vite se rendre compte que l'hôpital n'est plus vraiment un hôpital. 150 lits en période normale, en période de paix, avec une réserve de 500 lits pour les périodes plus dures. Mais à cause des bombardements incessants, cela fait aujourd'hui 650 lits dans le labyrinthe des caves. La guerre se fait en haut, mais c'est sous terre que l'on doit soigner. C'est très difficile de travailler. Avec tous ces malades, on ne sait plus où donner de la tête. Nous sommes dans la cave, dans les couloirs, avec toutes ces grenades, toutes ces bombes. C'est très difficile, mais malgré tout, nous le supportons. Les médecins yougoslaves ont généralement bonne réputation. Ils ont souvent poursuivi leurs études aux États-Unis ou en France, et ici, on en est très fiers. Mais que dire de l'environnement dans lequel ils travaillent quand on voit la salle d'anesthésie plantée là, au beau milieu de la chaufferie de l'hôpital? Vous savez, d'après les règles médicales, chaque malade devrait disposer de 20 mètres carrés d'espace. Et vous voyez combien il y en a ici, dans quel bruit et dans quelle poussière. Et comment vous vous en sortez? On ne s'en sort pas. De quoi auriez-vous besoin alors? De compresses et de gaz stériles. Nous avons des problèmes avec l'eau chaude et nous n'avons pas assez de linge pour changer tous les malades. Des galeries interminables, des blessés plus ou moins graves qui s'ajoutent jour après jour aux malades, disons, traditionnels. L'hôpital d'Osijek implose. Le dernier projectile en date, envoyé de la caserne voisine, est un obus de taille. On en a retrouvé la tête. Elle pèse bien ses 6 kilos. François Mitterrand a visité aujourd'hui l'ancienne capitale des rois de Prusse, Potsdam, ainsi que la ville de Dresde, ravagée par les bombardements alliés pendant la guerre. Cette visite officielle dans l'ex-RDA est l'occasion pour le chef de l'État français de préciser sa politique à l'Est, mais aussi de répondre à ceux qui accusent Paris de vouloir se cantonner à une communauté à 12, repliée sur elle-même. Reportage de notre envoyé spécial, Philippe Arroir. La nuit du 13 février 1945, Dresde, le fleuron de l'Allemagne, est détruite. Le bombardement fait 150 000 victimes. Les architectes du régime communiste ne parviendront pas à ressusciter l'éclat de l'ancienne capitale des ducs de Saxe. Mais aujourd'hui, c'est d'une autre reconstruction qu'il s'agit. En visitant les nouveaux Landers, François Mitterrand et ses hôtes allemands, ici le président fédéral von Weizsäcker, pensent surtout à l'Europe qui se bâtit au milieu de zones de turbulence, écroulement de l'Empire soviétique, Yougoslavie déchirée. Un souci primordial pour M. Mitterrand, la paix en Yougoslavie et un rôle pour l'Europe. Les observateurs envoyés sur le terrain en Yougoslavie ont été utiles, tout en étant bien trop peu nombreux. Aujourd'hui, alors que les efforts louables et nécessaires sont contrebattus par les armes, faut-il aller plus loin et recourir à une force d'interposition? Je le pense. La paix rétablie, alors tout devient envisageable, y compris des modifications de frontières. Mais il faut garantir le droit des minorités. C'est un défi énorme pour l'Europe. C'est pourquoi, dit M. Mitterrand, il faut se dépêcher d'achever la communauté européenne. Et il faut qu'au sein de cette communauté européenne, le pivot franco-allemand reste plus solide que jamais. Klaus Barbie est dans un état désespéré. C'est du moins ce qu'affirme son avocat, Jacques Vergès. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon, qui souffre d'un cancer et est âgé de 77 ans, a été condamné il y a 4 ans à la réclusion perpétuelle pour crime contre l'humanité. Reportage de notre correspondant à Lyon, Claude Régent. Klaus Barbie ne réintégrera pas sa cellule de la prison Saint-Paul. C'est une certitude après son hospitalisation il y a 2 semaines. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon a reçu cet après-midi la visite de son défenseur. C'est lui qui a confirmé l'information. Les médecins lui ont dit que son cas était extrêmement désespéré et que je dis que de toute évidence, je ne pense pas être contredit par le personnel de l'hôpital. Son séjour en prison n'est plus possible. Il sait qu'il est condamné. Il sait qu'il est condamné, oui. Klaus Barbie et son défenseur n'ont pas formellement demandé de mise en liberté. Mais Maître Vergès, toujours plaideur, avance une comparaison entre le maintien en détention de son client et la liberté accordée aux Français Paul Touvier, Maurice Papon et René Bousquet,
tous inculpés de crimes contre l'humanité. C'est moi qui apprécie le fait que des Français, 3, beaucoup plus responsables que lui, civils, accusés des mêmes chefs d'accusation, sont eux en liberté. La seule différence, c'est que sont français et lui est un sale-boche. Cette formule provocante cache une confusion des situations. Les 3 Français inculpés sont certes dehors, mais ils n'ont pas été jugés. Klaus Barbie, lui, purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par une cour d'assises et un jury populaire. Du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de Chapour-Pakhtiar, la brigade criminelle a interpellé hier soir une douzaine de personnes. 4 sont encore en garde à vue. Commentaire Philippe Boisserie. La brigade criminelle avait interpellé 12 personnes mercredi soir. Ce soir, ils ne sont plus que 4 à être gardés à vue ici, quai des Orfèvres. Les enquêteurs les soupçonnent et surtout l'un d'entre eux d'avoir aidé au moins un des assassins présumés de Chapour-Pakhtiar, Ali Vakilirad, l'Iranien arrêté à Genève le 21 août dernier. Comment l'ont-ils secondé? Quelle est leur nationalité, leur passé? Les policiers ont jusqu'à dimanche soir pour répondre à ces questions, puisque le délai de garde à vue en matière de terrorisme est de 4 fois 24 heures. Si ces hypothèses se vérifiaient, elles mettraient à jour une nouvelle ramification dans un réseau déjà important. 5 personnes sont sous les verrous en Turquie, d'où revient le juge Bruguière chargé de l'enquête. Par ailleurs, l'épopée suisse de Mohamed Azadi et de Vakilirad laisse penser qu'ils y bénéficiaient également d'un soutien. Une organisation trop sophistiquée pour de simples particuliers. Tentative de détournement d'avion cet après-midi dans le ciel de la Méditerranée. Le pirate de l'air qui avait pénétré dans la cabine de pilotage d'un DC-9 de la compagnie Alitalia qui avait décollé de Rome a été capturé par les services de sécurité de l'aéroport de Tunis. Cet avion transportait 137 personnes, dont le représentant de l'OLP en Italie. Il n'y a pas eu de blessés et on ignore pour l'instant les mobiles exacts de ce détournement. En France, le trafic SNCF devrait reprendre normalement demain matin après une grève de 36 heures lancée par 4 syndicats d'agents de conduite, grève très diversement suivie selon les régions. Selon la direction de la SNCF, environ 30% des conducteurs de train ont débrayé. Il faut dire que cette fois, la très puissante fédération autonome n'avait pas appelé à la grève. Grève également à FR3, les journaux du matin et de la mi-journée n'ont pu être diffusés pour les syndicats qui ont tous appelé à cette grève de 24 heures. Le mouvement a été massivement suivi, la direction parle de 55% de grévistes. Le point avec Patricia Charnolet et Daniel Lévy. Vous interdisez aux caméras de filmer un conflit social. Nous sommes bien d'accord. Une certaine tension cet après-midi à FR3. La direction ayant refusé de laisser filmer l'Assemblée générale des grévistes, les syndicats ont pris sur eux de faire entrer les caméras de télévision. Une journée de grève qui confirme que les positions de la direction et des personnels sont pour le moment inconciliables. Pour les syndicats, il faut d'abord discuter et après seulement réorganiser. Pour la direction, il est urgent de régler les problèmes présents et donc de faire un plan social comportant 486 suppressions d'emplois. C'est une entreprise qui a beaucoup de difficultés. Qui a beaucoup de difficultés financières, je ne reviendrai pas sur les chiffres que maintenant tout le monde connaît, et qui a beaucoup de difficultés dans ses structures et dans ses méthodes de fabrication et de diffusion. On ne peut pas se dire parlons de l'avenir, ne regardons pas le présent, c'est un ensemble et je suis prête à discuter de l'ensemble selon les thèmes que nous avons déjà proposés. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à discuter à tout moment sur tous les sujets ouverts à négociation dans la mesure où la direction met un moratoire aux suppressions d'emplois qu'elle a décidé a priori. L'action en justice, lancée ce matin par les grévistes pour bloquer le plan social, se poursuivra la semaine prochaine. En attendant, chacun est convaincu de la gravité du débat. Il s'agit de l'avenir d'une grande chaîne de télévision nationale et régionale. Avec ses représentations en province, FR3 est un modèle unique de décentralisation. Les Français veulent aussi une télévision qui rende compte de tous les aspects de leur vie, et cela dans toutes les régions. Le projet de budget 92 suite avec une grosse colère des 5 sages de la médecine à qui Claude Évin, ministre de la Santé, avait demandé un rapport sur les ravages de l'alcoolisme et du tabagisme en France. Michel Leroy-Rocard leur avait promis que le tabac augmenterait de 15% ce mois-ci en septembre. Or, Pierre Bergovoy ne prévoit dans son budget qu'une hausse de 5% seulement et pas avant le 3 février. Les sages sont bien décidés à interpeller les parlementaires et à les mettre face à leurs responsabilités. Feu orange pour un éventuel mariage des Verts. Le ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, ne rejette pas en effet l'idée de sa démission du gouvernement si
si son départ permet de réaliser l'union de tous les écologistes. Christine Boss. Lutterbach, commune dénucléarisée, tout un symbole pour Brice Lalonde, le président de Génération Écologie, venu présenter ici les premières têtes de liste d'Union écologique pour les élections régionales. Un double symbole, car Lutterbach, à quelques kilomètres de Mulhouse, fait partie du fief d'Antoine Wechter, le leader des Verts. Si nous avons choisi de le dire ici, c'est aussi parce que nous voulons tendre la main aux Verts. Donc je suis venu une nouvelle fois tendre la main aux Verts, et tout particulièrement, par exemple, à un de ses porte-parole les plus connus, Antoine Wechter, qui n'est pas loin d'ici, et que j'ai eu hier au téléphone pour lui dire « Mon cher Antoine, je viens te tendre la main à nouveau ». Et je ne voudrais pas que dans cette circonstance historique, l'union des écologistes fasse défaut et que nous favorisions en cela le Front National. L'union de tous les écologistes pour contrer le Front National, une opération de séduction qui laisse les Verts totalement insensibles, fidèles à leur sacro-sainte indépendance politique. Pour constituer des listes d'union, il n'y a pas de discussion possible. Il y a une discussion éventuelle pour constituer une majorité au Conseil régional, dans tous les conseils régionaux. Cela, on peut envisager ce type de discussion. Mais ça supposerait bien entendu qu'ils sortent de leur logique d'appui à la majorité présidentielle. Camouflé pour le ministre de l'Environnement, non, car en venant aujourd'hui en Alsace, proposer aux Verts de participer à une liste d'union écologique, Brice Lalonde ne devait pas se faire beaucoup d'illusions, mais aux yeux de l'opinion publique, il vaut mieux passer pour un rassembleur, même si la tentative d'union semble mornée. La grève des PV, lancée par la Fédération autonome des syndicats de police, cette grève va s'étendre dès demain en région parisienne. La grève des prunes a démarré lundi en province. C'est un moyen hautement populaire, bien sûr, pour la FASP de réclamer un débat sur la sécurité intérieure, mais surtout réclamer un petit coup de pouce salarial pour les policiers. Avec Claude Sampère et Philippe Luzzi, état d'âme d'un chasseur de papillons, d'un policier en tenue d'appartement. Pas question de mettre définitivement l'uniforme au placard. Policier depuis l'âge de 20 ans, Francis entend bien le rester, même s'il a aujourd'hui quelques doutes dans la tête. Son univers est Elancourt, une ville nouvelle à l'ouest de Paris. Il y travaille et il y vit. Je travaille ici depuis 9 ans et je suis rentré dans la police à la sortie de mon service militaire. J'avais un copain inspecteur et c'est en discutant avec lui que j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de sympa de faire policier. Sympa, le métier de policier, Francis y croit encore, même s'il a perdu aujourd'hui quelques illusions. C'est un travail dur physiquement, qui plus est, on a beaucoup d'interventions, beaucoup plus qu'il y a 10 ans quand je suis rentré à la police. À partir de là, bon, il nous faudrait du matériel supplémentaire pour pouvoir travailler mieux. La société évolue plus vite que la police et l'outil de modernisation, il n'est pas là, quoi. Être policier aujourd'hui pour vous, c'est quoi? Moi, je suis gardien de la paix, il y a tout dans le mot. Hein. On est au service des gens, on est là parce qu'il y a des gens qui font des bêtises, il faut qu'on les arrête parce qu'il faut qu'ils soient punis, ces gens-là. Au niveau des hommes, on est capable de faire un super boulot. Et bon, c'est un petit peu frustrant de se dire que bon, on n'y arrive peut-être pas encore parce qu'on n'a pas tous les moyens. Mais moi, j'ai une ambition qui est celle de pouvoir faire mon boulot correctement. Maintenant, pour le reste, c'est pas trop à moi de décider. Hein. Le reste, ce sont par exemple des effectifs supplémentaires. Dans le secteur d'Elancourt, 120 policiers s'occupent d'une population de plus de 100 000 habitants. Certaines nuits, les policiers ne sont que 9. À Narbonne, spectaculaire descente de police à la Cité des Oliviers. 250 policiers et gendarmes recherchaient des dealers. Une quinzaine de personnes, dont plusieurs fils de harkis, ont été interpellés. Reportage Isabelle de Lyon. À l'heure où les jeunes harkis devaient partir pour les vendanges, les forces de l'ordre ont fondu sur le quartier des Oliviers. 250 gendarmes et policiers qui ont perquisitionné une vingtaine d'appartements et de nombreuses caves. Ce jeune homme montre la porte de son appartement abîmée et le linge répandu dans le couloir. Son frère a été embarqué comme 16 autres jeunes soupçonnés de trafic de drogue. C'est un bon prétexte, la drogue. La drogue, personne n'aime la drogue. Et dès qu'on dit, oh, ils sont venus ce matin à 6 h quand, à midi j'attends les informations, 17 fils d'harkis sont fait arrêter pour de la drogue. Vous trouvez ça normal, vous? Et la Cité des Oliviers, c'était pour casser le mouvement, c'est tout. C'était pas pour autre chose. Je crois que c'est une revanche des émeutes qu'on a fait pendant l'été, là.
toute façon, j'attendais qu'il y aurait des arrestations, mais pas comme ça. Le trafic de drogue, bien évidemment, personne ne l'a vu ou n'a voulu le voir. Mais selon la justice, l'opération était programmée de longue date. Elle se fonde sur 2 ans d'enquête, dont le point de départ est la mort par overdose d'un jeune Narbonnais. 2 ans pendant lesquels la brigade de recherche de la gendarmerie a étroitement surveillé le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre, une véritable plaque tournante de la drogue, selon le procureur de la République. Le trafic ne portait pas sur des quantités énormes, mais le trafic était un trafic de petits consommateurs, mais qui se répétait à de très nombreuses reprises dans la journée. Il y avait des gens qui s'arrêtaient en voiture, qui venaient acheter de la drogue, qui repartaient, d'autres revenaient, etc. Les gendarmes ont effectué une enquête très minutieuse et ont identifié à peu près 200 acheteurs. 150 grammes de hashish, du manicol qui sert à couper l'héroïne, 3 fusils à canon scié et 10 000 francs en liquide, la saisie est assez maigre. Selon la justice, elle devrait suffire à confondre les trafiquants. 3 mandats de recherche ont été lancés concernant des personnes absentes ce matin de la cité des Oliviers. Les autres sont en garde à vue pour 96 heures. 10 jours après la rentrée scolaire, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur les jeunes actuellement en longue hospitalisation. Le saviez-vous, pour la seule assistance publique de Paris, 215 enseignants sont mobilisés ainsi que 650 bénévoles. Avec Patrick Reslob et Michel Levasseur, reportage à l'hôpital Robert Debray où fonctionne une véritable école avec une directrice et 11 instituteurs. Françoise est institutrice. Comme tous les matins, elle vient chercher Ophélie, une de ses élèves. Mais ici, il n'y a pas de cours de récréation, c'est l'hôpital. Aujourd'hui, dans la classe, il n'y aura que 3 enfants sur les 5 prévus. La difficulté, faire cours à 3 niveaux différents, CP, 6e et 3e. Tu pourras chercher quelles sont les photos qui te semblent les meilleures pour illustrer, tu vois, puis avec la caméra, eh ben, on montrera les photos que tu auras sélectionnées. Hein? Difficulté accrue quand ce cours est interrompu pour des raisons médicales. Oui, bah c'est Françoise, tu peux venir tout de suite là parce que ça... Oui, ça a déjà sonné là, donc on a arrêté et puis on t'attend. Hein? Delphine a besoin d'une autre dose d'antibiotiques. Il faut savoir s'adapter, c'est un métier très prenant, dit Françoise, où la relation enseignant-enfant prend tout son sens. Comme on représente quelque chose d'extérieur au service médical, ils ont peut-être davantage tendance à venir se raccrocher à nous ou à nous demander affectivement un apport. Et quand l'enfant ne peut se déplacer, alors la maîtresse vient à son chevet. La scolarité n'est pas toujours suivie à la lettre, mais peu importe. Quel numéro de case il est? Alors, tu vois, regarde. Orléans. Tours. Voilà. L'institutrice est là avec son savoir et son savoir-faire. Bah, c'est sympathique, on rigole un peu des fois, on prend tout notre temps pour travailler. Ça va. Le tambourin. Alors, le deuxième est un Histoire, maths, mais également les matières d'éveil. Ici, chaque enfant a le droit d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'il est malade. Très bien. Très bien. Au fil des dépêches, ces 2 informations aux États-Unis, un propriétaire avait jugé intelligent de couper l'eau et le chauffage à ses locataires. Le juge lui a renvoyé l'ascenseur, si j'ose dire. Ce propriétaire peu scrupuleux a en effet été condamné à passer 1 mois dans cet immeuble, évidemment, dans les mêmes conditions. Dans le Doubs, lors d'un contrôle au bord d'une route, un chauffeur routier de 27 ans a affirmé aux gendarmes sans rire qu'il était le fils de François Mitterrand. Cette petite plaisanterie lui a coûté 2000 francs d'amende. J'ajoute pour la petite histoire que le chauffeur en question s'appelle Boiteux. Pour leur entrée en Coupe d'Europe de football, les clubs français n'ont guère fait d'étincelles avec un Lyon gagne petit 1-0 chez eux devant les Suédois. La veille, Auxerre avait gagné 1-0 également devant une bien modeste équipe danoise. Bref, les Bourguignons n'avaient pas fait un bœuf. Exception à la règle, l'OM qui a passé 5 buts aux Luxembourgeois hier soir. 5 buts dont 3 signés Papin et 1 but qui devrait être rangé dans toutes les vidéothèques d'amateurs de football. Commentaire de Papin lui-même, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse du plus beau but de ma carrière. Alain Vernon. Il a du mal à encaisser. Le gardien luxembourgeois connaissait Papin de nom, il connaît désormais la précision de son pied droit. Papin avoue, c'est le plus beau des 25 buts que j'ai inscrits en Coupe d'Europe.
Reprise de volée, frappée du coup de pied en lucarne, c'est ce qu'il y a de plus difficile pratiquement à réussir pour un attaquant. Papin n'est pas marqué, c'est vrai, mais il a le recul juste, la frappe sèche, l'œil sur le ballon et le sens du cadrage. Le foot, avouez, c'est parfois du grand art. Rien ne va plus à Moscou. Je veux dire qu'un mois après la tentative de putsch, les moscovites semblent avoir quelque peu oublié leur frayeur du mois dernier. C'est ainsi, tenez-vous bien, que le casino ouvert récemment connaît une grande fréquentation, mais tout le monde n'est pas admis autour du tapis vert. Il est vert là-bas, il n'est pas rouge. Pour beaucoup de Russes, c'est encore bien cher. Reportage Nicolas Jacobs et Pascal Puyot. Des roubles, rien que des roubles. Les clients du club N ne sont pas des étrangers, mais des moscovites. Pas n'importe lesquels, ceux qui peuvent mettre sur la table des mises de 100 roubles minimum, le quart d'un salaire moyen. Normalement, quand tu viens avec une fille, tu peux pas mettre moins de 500 roubles sur la table. Que fait-il dans la vie? Consultant d'entreprise, répond-il, sans plus de précision. Ici, on montre ses roubles, pas son pédigré. Ou alors, on l'enjolive un peu. Моя профессия преподаватель. Prof преподаватель чего? Скульптора. Prof de sculpture. Администратор. Администратор. Администратор, enfin. C'est-à-dire? Это что значит? То, что у нас это немножко... В ресторане. В ресторане. Dans un resto. Administrateur dans un Visiblement resto. content d'avoir trouvé ce titre ronflant, il nous confiera plus tard qu'il fait des affaires, comme ceux qui ont ouvert le casino. On les appelle à Moscou les Assyriens, en référence à leurs lointaines origines. Ils contrôlent le marché officieux, pour ne pas dire noir, de la viande. En fait, une bonne partie de l'approvisionnement de Moscou. Après avoir hésité longuement, le directeur finit par nous recevoir. Mais avant, il se fait faire une beauté. Je ne veux pas ressembler à un mafieux, dit-il. Les gens que vous imaginez sont bien ceux qui viennent ici. Je ne peux pas en parler comme ça. Ce sont tous des êtres humains pour moi. Ici, ils sont tous égaux. Et le ministre et le gars qui fait du racket, quand ils viennent ici, ils se conduisent correctement. Ce casino est le premier du genre à Moscou. 4 autres sont en projet. Dans ce domaine, au moins, la conjoncture est porteuse. Dans quelques minutes, notre magazine envoyé spécial, comme chaque jeudi soir, avec ce soir un superbe voyage à Karnak, en Égypte, et un reportage très sympa sur la reprise des mariages en France. Pierre Bonte a suivi 3 couples tout au long de leur jour le plus long, avant la nuit la plus courte. Je ne reconnais pas. Oh, j'en suis... Tout est... Tu es ravissante. Très bien. Elle vous plaît, vous êtes fière? Ah oui, oui. Chapeau, je voyais pas ça. Muriel Camp, 27 ans, est secrétaire. Dans quelques heures, au bras de son père, elle entrera à la mairie de Châtillon, près de Paris, pour épouser Roberto Iannetta. C'était le même? Elle ressemble à une vedette. Elle a quelque chose de... Oh, écoute, je te jure, elle marche comme ça, non, je la reconnais pas. Ah bah, c'est pas bien pour les autres jours. Au contraire. J'en reviens pas. Tout ce que je rêvais. Tout ce que je souhaitais. Voilà, ça me rappelle le mariage de Paul Nahon. Bernard Benjamin tenait la traîne. J'en ai encore les larmes aux yeux. Envoyé spécial donc 20h50 pour celles et ceux qui auraient manqué le début de ce journal. Marc Fourny nous rappelle l'essentiel des informations de ce jour. Klaus Barbie serait dans un état critique. Depuis plus d'1 an, il souffre d'un cancer du sang. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon a été condamné en 87 à la réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il se trouve dans un hôpital lyonnais. Son état est jugé désespéré par les médecins. La communauté européenne fait le point sur le conflit yougoslave. Les 12 ministres des Affaires étrangères se trouvent à La Haye pour écouter le rapport de Lord Carrington sur sa dernière mission pacifique. La France et l'Allemagne pourraient proposer l'envoi sur place d'une force d'interposition. Au même moment, en Yougoslavie, l'armée fédérale serait en train d'opérer un vaste mouvement de troupes en direction de la Croatie. 2 dernières informations. Tout de suite, les combinaisons gagnantes du tiercé de Maison Lafitte. 17 As 8 dans l'ordre pour 6 francs, 7431 francs. Le quartet plus
Suspense, il n'y a pas de quartier plus. Voilà, le 18, il suffit de demander. Dans l'ordre, toujours pour 8 francs, 54 462 francs et 40 centimes, le quintet plus. Suspense, le 7, dans l'ordre, 548 762 francs. Et puis je voudrais vous signaler que nous sommes aujourd'hui un jour de palindrome. Un palindrome, c'est un mot ou un chiffre qui peut se lire aussi bien à droite qu'à gauche. Alors vous avez des mots comme radar ou des prénoms comme Bob ou Eve. Et aujourd'hui, nous sommes le 19/9/1991. C'est un excellent palindrome. Je vous signale qu'il faudra attendre 120 ans, soit le 11 janvier 2111, pour retrouver une telle coïncidence, et qu'évidemment tous les spécialistes attendent avec impatience le 2 février 2022. Là, ça sera absolument superbe. Voilà. Je vais même vous donner, parce que j'ai le souci de la culture, nous sommes sur le service public, Georges Perret, qui en 69 avait même écrit un palindrome de 5 pages, il faut même le faire, 5000 mots. Alors je vous donne le début et la fin, et vous remettez tout ça dans l'ordre, dans le huis clos de votre salle de bain. Trace l'inégal palindrome, neige, bagatelle, dira l'Hercule, et ça se termine par Haridel, Tagabji, ne mord ni la plage, ni l'écart. Voilà un beau sujet de débat pour Christine Bravo, vers 23h40. Vers minuit 45, tout dernier journal, en compagnie de Philippe Gassot. Dès demain, 6h30, bien sûr, la joyeuse équipe de Télématin. Dans quelques secondes, Sophie Davant et la météo de notre vendredi. Excellente soirée, merci.